Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, vous allez faire la connaissance d'une podcasteuse. Depuis plus de 3 ans, Élise nous invite, à travers son podcast, à prendre un café. Si vous décidez de prendre un café auditif avec Élise, vous allez entendre parler de parentalité au sens large. Avant d'en venir à sa situation professionnelle actuelle, Élise nous partage son parcours, de ses cours de théâtre à son métier d'éditrice en freelance. Elle nous parle également de son aventure entrepreneuriale en duo et de ce qui l'a amené à faire un virage vers Prenons un café. Et vous découvrirez aussi en fin d'épisode quels sont les futurs axes de son podcast. Je vous laisse découvrir cet épisode qui parlera forcément aux mamans et aux papas, mais aussi et surtout à toutes les personnes qui veulent entendre un parcours de vie. Très bonne écoute à vous. Et puis bon, allez, on va partir. Moi, je pense que je vais partir en parlant du podcast de mon frangin. Ah bah allons-y. Bah oui, parce qu'en fait, tu as enregistré un podcast avec mon frère. Avec ton frère. Voilà, qui Fabrice. me suit partout, mon grand frère. Eh Voilà. oui. Mon Dieu, ça me crée un complexe, tout ça. Mais Ça, est-ce que tu veux pas plutôt qu'on parle justement pas de lui ? C'est vrai qu'on peut ne pas parler de lui. Non, parce qu'en soi, certes, c'est la raison pour laquelle on a été mis en lien, c'est vrai. C'est vrai. Il est cette raison-là, mais on n'est pas obligé de parler de lui. Et ben même, tu sais quoi, on va parler de comment on a été mis en lien. Ouais. De pourquoi ? Ouais, du pourquoi, mais sans forcément l'évoquer. Tu vois, on va essayer de trouver. Et effectivement, on a été mis en lien parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui m'aide à répondre au marché public et qui m'a dit « Fred, il y a un marché public sur les podcasts. » Alors, je me suis dit « Waouh, on est dans la nouvelle ère des marchés publics sur les podcasts. » Franchement, sincèrement, je me doutais qu'un jour on y arriverait, mais je ne pensais pas qu'on y arriverait si vite. Et ce marché public était sur des podcasts autour de la parentalité et avec un focus spécial sur la maternité. Enfin, la parentalité. La place des pères dans le postpartum, surtout. Voilà. Écoute, tu le dis beaucoup mieux que moi. Et alors pour ceux qui connaissent pas les appels d'offres, il y a des points. Et dans les points attribués, il fallait avoir de l'expérience sur ce domaine-là. Il fallait avoir un podcast, entre guillemets, avoir de l'expérience. Donc, si on n'en avait pas, on perd des points. Donc, je me suis dit, je vais pas y répondre. Grâce à mon entourage, j'ai eu ton numéro de téléphone. Ouais. Parce que je me suis dit, j'y vais pas, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent y aller. Et j'ai transmis ton numéro à Gilles, petit coucou Gilles et Rémi, parce que c'est les deux qui travaillent sur mon petit marché public, MPMP, voilà, j'ai du mal avec ça. Et clairement, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je me suis dit, tiens, quitte à t'aider à avoir un marché public, donc on verra si tu le gagnes, et si tu le gagnes, tant mieux pour toi. Affaire à suivre. Je me suis dit, autant en profiter pour faire venir Élise dans le podcast Allez Vas-y, parce qu'en fait, Élise, elle fait des podcasts. Et oui. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bien un miroir de dire, tiens, quelqu'un qui s'est lancé, qui a osé franchir le pas et se lancer et faire des podcasts et peut-être d'en faire ton activité à temps complet, mais ça, tu l'expliqueras dans ton parcours. Donc voilà, tu vois, on a fait une intro. Tu vois, mais je te remercie parce que sans toi, j'aurais jamais pensé à aller sur le marché public parce que c'est un univers qui est à l'opposé du mien. J'ai jamais travaillé dans ces univers-là et j'aurais pas envisagé de le faire. Donc je te remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je sais pas encore si ça aboutira. En tout cas, c'était un chouette exercice. Et de le faire en plus accompagné de personnes qui savent le faire, comme tu citais Gilles et Rémi. Et c'est vrai que moi, ça a été une expérience, même si ça ne va pas plus loin, qui a été hyper enrichissante parce que ça m'a permis de me poser les bonnes questions sur ce format-là. Et donc, je te remercie beaucoup. Écoute, vraiment de rien. Donc, effectivement, vous l'avez compris, on est avec Élise Bultez qui fait des podcasts principalement sur la parentalité. Vas-y, écoute, tu sais quoi ? Je passe la parole à Élise. Vas-y, fais-en ce que tu veux de ce podcast. Parlons de ton parcours. Ça marche. Alors, tu as raison, je m'appelle donc bien Élise. Je fais des podcasts et je suis notamment la créatrice de Prenons un café, qui est le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe que j'ai créé en mai 2019, donc ça va faire 3 ans. J'ai créé ce podcast par expérience personnelle. Donc, ce qui m'a amenée au podcast, c'est le sujet. J'avais créé Prenons un café sous forme de blog quand je suis devenue mère parce que j'ai été très 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 surprise par tout ce qui était lié au postpartum et à tout ce qu'on m'avait pas dit. En fait, je trouvais que ça aberrant en fait qu'on parle pas aux femmes de ce qui se passe vraiment après la naissance des enfants.
Donc voilà, j'avais décidé de raconter mon histoire, de raconter mon parcours via un blog. Et puis très vite, je me suis rendu compte que mon histoire, c'était bien, mais moi, je ne vis pas tous les événements de la parentalité. Et heureusement pour moi, d'ailleurs. Mais oui, ça ferait beaucoup. Donc, j'avais eu envie de donner la parole. Et puis, entre-temps, j'ai découvert le format podcast avec des podcasts que tu as cités, peut-être en off, différents podcasts. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Et j'en ai parlé à mon conjoint. J'ai dit, tiens, si je faisais un podcast avec Prenons un café, il m'a dit, ouais, trop bonne idée. J'ai acheté un micro, j'ai envoyé un message à une personne que je connaissais pas, qui parlait un peu de parentalité sur les réseaux sociaux, et l'aventure était commencée. Top. Et ta fille a quel âge aujourd'hui ? Elle va avoir 5 ans dans 2 semaines. Oh, anniversaire, grosse pression. Grosse pression. Ok. Et avant de rentrer plus dans le détail de ce que tu fais dans les podcasts et comment tu organises ta vie autour des podcasts, parce que je pense que certaines auditrices et certains auditeurs vont peut-être se dire, tiens, je veux lancer un podcast, ça peut être sympa d'écouter celui-ci. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené, quel est le cheminement de ton parcours qui t'a amené jusqu'à Prenons un café ? Alors, mon cheminement professionnel m'a pas forcément amené vers Prenons un café. En fait, moi, pour parler très scolaire, on va dire, moi, j'ai une licence en art du spectacle et un master en métier de la littérature de jeunesse, donc qui sont très culture. Ça, on reste quand même branché culture, on reste branché tout ça, partage et médias. Mais pas podcast, mais parce qu'aussi à l'époque ça n'existait peut-être pas. Suite à mon master, en fait, je suis devenue éditrice spécialisée en littérature de jeunesse et je me suis installée en freelance. Donc je travaillais pour des maisons d'édition. J'ai pas créé ma maison d'édition, mais je travaillais pour des maisons d'édition en tant que prestataire en fait sur le côté édito et donc tout ça spécialisé en littérature de jeunesse. Ça a duré presque 5 ans quand même. Ouais. Le temps passe vite. Oh là là. Et voilà, et en fait, entre tout ça, moi, je suis devenue maman, et c'est surtout ça, en fait, qui a déclenché Prenons un café, en tout cas, et qui a déclenché mon aventure vers le podcast, et aussi mon côté entrepreneurial. J'ai jamais vraiment été salariée. J'ai été salariée 11 mois et demi dans ma vie. Ça m'a suffi. Presque un an. Presque un an. Pas réussi. Ouais, non, à 2 semaines près, vraiment. Et c'est important, j'aime bien le dire. Et en fait, j'ai toujours eu cette fibre plutôt créatrice et j'ai du mal à vraiment être investie quand c'est pas mon projet. Je vais juste, moi, me permettre de te poser une question sur... Dis-moi. Alors, c'est peut-être le parcours qui fait que, mais qu'est-ce qui fait que salarié, c'était pas le truc qui t'a... Je pense pas que ce soit vraiment le salariat. Je pense que c'est surtout... J'ai pas trouvé l'entreprise qui me permettait d'être épanouie à ce niveau-là et qui me laissait la liberté dont j'avais besoin. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'avec le recul, j'ai pas envie de mettre une opposition entre indépendance entrepreneuriale et salariat, parce que je sais très bien qu'il y a des entreprises dans lesquelles on peut être très libre et très force de proposition et tout ça, et moi j'en ai pas trouvé, en tout cas, soit parce que j'ai travaillé beaucoup pour des grands groupes aussi, donc c'est vrai que c'est difficile d'imposer ses idées quand on a un calendrier éditorial déjà établi sur 2-3 ans, c'est pas facile. Et après j'ai été dans une petite structure, mais justement pour le coup, là, le côté petite structure aurait pu me plaire, mais le problème, c'est que j'étais un peu bloquée, justement, dans mes propositions, dans le sens où, en fait, je devais quand même suivre une ligne éditoriale qui correspondait pas à mes valeurs et à mes envies. Et donc, du coup, ça me gênait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis partie. Ok. Voilà. Et donc courage, parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident y a des gens qui, pour vivre, etc., sont obligés un peu de renier leurs valeurs et faire, donc c'est une belle preuve de courage, faut le saluer. Mais j'ai pas grandi dans un univers très salarial non plus, hein. Mes parents ont été à leur compte pendant 10 ans, les 10 premières années de ma vie, enfin plus de 10 ans, moi j'ai connu ça 10 ans. Et après, ils ont été salariés, mais avec des postes qui leur permettaient des libertés. Donc du coup, j'ai pas grandi, moi, dans cet univers, il faut un CDI, il faut ceci, cela. Et en tout cas, ça me l'a jamais été imposé comme ça. Mes parents m'ont toujours laissé le choix de ce que je voulais faire. La preuve, ils m'ont laissé partir en art du spectacle. Ça aurait pu, ne pas... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, en fait. Et moi, je sais que j'ai cette chance-là et je la chéris. J'en suis très reconnaissante. Et donc, en fait, ça n'a jamais été un problème pour moi
j'ai jamais fait un job parce qu'il fallait que... Enfin, pas parce qu'il fallait que je mange, si, parce que j'ai fait des petits boulots. Mais les petits boulots que j'ai choisis ont toujours été en accord avec mes envies et mes valeurs. Par exemple, quand j'étais à la fac, je faisais du babysitting, mais parce que j'aimais beaucoup ça. J'adorais le rapport avec les enfants, j'adorais être en contact avec eux. Je faisais des centres de loisirs, mais parce que j'adorais ça. J'ai mon BAFA. Mais vraiment, ça a été OK. Donc oui, l'été, il faudrait que je travaille pour gagner de l'argent, pendant les vacances, les soirs de semaine, certes. Mais qu'est-ce que je peux faire pour en fait allier l'utile à l'agréable, voilà. Et ça a toujours été ma façon de faire en fait. Alors, je vais juste revenir sur les arts du spectacle, puisqu'a priori, comme tu as dit, mes parents m'ont laissé. Ça veut dire que c'était vraiment un choix, parce que des fois, on fait des études à la fac, on dit, bon, je sais pas trop, j'ai à peu près, mais là, a priori, c'était... C'était un choix. Voilà, et il y avait quelque chose derrière. Alors, avant art du spectacle, moi j'ai un bac littéraire, ça n'existe peut-être plus aujourd'hui, mais peut-être, je sais pas, j'avoue qu'il va falloir que je m'y réintéresse bientôt. Avec une spécialité théâtre. Donc en fait, je faisais 7 heures de théâtre par semaine avec mon lycée, donc je l'avais en option spé et en option facultative, donc j'étais vraiment très là-dedans. Et en fait, moi à la base, je voulais être professeur des écoles. Et en fait, c'est vrai que pour être professeur des écoles, il y a tellement de réformes que je ne sais plus trop comment ça marche, mais en tout cas, je sais qu'il fallait une licence, un bac plus 3, peu importe lequel. Et encore une fois, dans cette optique de autant lier l'utile à l'agréable, autant faire un truc qui me plaît en fait. Je vais pas aller en droit si ça me saoule, ça sert à rien. Totalement raison, surtout sur le droit pour avoir fait. Non mais bonne idée. Je prends celle-ci parce que ça a l'air fastidieux, mais ça aurait pu être n'importe laquelle, tu vois. Et en fait, autant choisir celle qui me plaît. J'ai dit tiens, celle-là a l'air cool, et j'y suis allée en fait. Mais parce que j'avais besoin d'un bac plus 3. D'accord. Donc tiens. Desquels serait le plus... T'as allié la même logique sur les études que sur le job toujours, étudiant. Toujours. Il y a une logique pas mal. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai un peu de mal à travailler sous la contrainte. Donc, bien de le reconnaître. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'était important pour moi. Et en fait, cette licence en art du spectacle a été extraordinaire dans le sens où ça m'a peut-être pas apporté beaucoup de choses professionnellement, quoique, sur l'aisance sans doute, sur la voix sans doute, beaucoup sur ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai gagné... j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, qui font parfois toujours partie de ma vie. Et ça, ces années-là ont été vraiment, vraiment super. D'accord. Et toujours du théâtre aujourd'hui au niveau... Non. Je ne fais plus de théâtre. Non, j'ai fait de la danse pendant plus de 20 ans. J'en fais plus non plus. Il faudrait peut-être qu'un jour je m'y remette. Pourquoi pas. Je fais le mec qui mène le podcast et qui dit « Alors, pourquoi tu fais plus de danse ? Pourquoi tu reprendrais pas ?» Ah, mais ça, c'est une vraie question. En vrai, c'est une vraie question. Hein. C'est juste que j'ai un peu de mal aussi à faire des choses qui soient hors travail. Parce qu'en fait, il y a aussi un piège avec le fait d'allier justement ton travail et ta vie professionnelle avec quelque chose qui te plaît. C'est qu'en fait, c'est tout le temps. Et effectivement, je confirme. Et en fait, du coup, j'ai du mal à laisser de la place pour autre chose, d'autres activités. Ok, ça reviendra peut-être. Peut-être. Ouais. Et donc, ce parcours où tu travailles dans l'édition jeunesse, entre guillemets, s'arrête ou est mis entre parenthèses au moment où il y a la grossesse et la naissance ou... Pas du tout. Quand je suis tombée enceinte, donc j'étais freelance, je me suis arrêtée de travailler 2 semaines avant mon accouchement et j'ai repris... je devais reprendre 4 semaines et j'ai pris 6 semaines. Parce qu'au bout de 4 semaines, c'était trop dur. C'est beaucoup, 6 semaines, mon Dieu. Vraiment, c'était horrible. Non. C'est honteux. Je travaillais de chez moi. J'avais planifié justement mon planning éditorial, je savais que c'était possible et j'ai travaillé avec ma petite fille, avec moi. C'était pas des plus simples. Il n'empêche que quand ils sont bébés, en tout cas pour moi, je parle vraiment de mon cas de figure parce que je sais que c'est pas le cas. Moi, ma fille n'a jamais eu de soucis particuliers, ni de sommeil, ni de quoi que ce soit, donc c'était plutôt simple. Finalement, ce qui était difficile à gérer, c'était peut-être plus ma fatigue physique de convalescence, mais c'était pas elle en fait. Et parce qu'elle dormait bien et la journée, j'avais le temps de faire ce que j'avais à faire. C'est quand elle a grandi que ça a été un peu plus compliqué, quand elle commence à bouger, ceci. Et c'est là, d'ailleurs, elle est entrée en crèche à 6 mois où je l'ai mis 3 jours par semaine en crèche et après, ça a augmenté et voilà. Mais à partir du moment où elle est arrivée dans ma vie, en fait, ça a toujours été ma priorité dans le sens où mon boulot, oui, je l'adore en plus, voilà. Mais j'aime aussi beaucoup ma fille et j'ai envie de passer du temps de qualité avec elle. Donc, d'où la crèche aussi parce que ça me permettait d'avoir ces 3 jours où j'étais focus sur mon travail et ces autres jours où j'étais rien qu'avec elle et juste avec elle. Je dis ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments de rush où j'essayais de conjuguer, de jongler sur les deux, mais c'était pas simple. C'est la vie de tous les parents, je voilà. pense.
Mais en tout cas, elle a toujours été ma priorité et elle l'est toujours aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, mon emploi du temps est calé sur le sien, en fait. Ok, mais c'est vraiment une bonne chose. Et pour faire une parenthèse sur ce que tu disais, effectivement, je pense... Et ça, mon frangin, il l'a dit dans un des podcasts, je reviens à lui, mais parce que c'est important sur le constat, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui disent « t'as de la chance, ton enfant il dort bien, etc. » Mais je pense qu'il y a aussi, allez, je vais parler en anglais, mais il y a un mindset qui fait que quand on n'a pas de... Enfin, bien sûr qu'il peut y avoir des soucis de santé, mais à côté de ça, il n'y a pas de soucis de santé, mais l'enfant il est tout le temps en train de pleurer, etc. C'est peut-être qu'on n'est pas à l'aise soi. Enfin, il y a peut-être pas mal de... Ah, ça, peut-être, probablement, j'en sais rien, mais ça nécessiterait sans doute une étude approfondie. Oui, voilà. Et puis quand je dis qu'elle dormait bien, ça a été le cas les 9 premiers mois de sa vie, mais après, pendant 4 ans, je me suis levée toutes les nuits. Ah mince. Ça l'a fait aussi, ça a été plus dur. Je dis pas que ça n'a pas été plus dur, ça a été plus dur. Mais en même temps, c'est arrivé aussi au moment où je suis entrée en entreprise. Enfin, il y a eu, elle avait 9 mois, donc l'angoisse de séparation qui jouait, 8-9 mois, donc ça c'est quelque chose de physiologique et ça c'est ok. Bon, que ça dure 4 ans, je suis pas sûre que ce soit très physiologique, soit. Mais il n'empêche que ça a commencé à ce moment-là, quand j'ai commencé à... Voilà, et d'ailleurs c'est même complètement hasard quand j'ai été salariée pendant ce moment-là. Et ça a commencé à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elle me disait « Non, maman, tu ne vas pas dans le droit chemin. » Mais tu voulais pas être salariée, c'était pas ton truc. Elle le savait. Peut-être. Tu vois, elle le ressentait au fond. Mais pour revenir à l'édition, comment ça s'est arrêté? En fait, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce qu'en fait, entre-temps, j'ai eu un autre projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec le podcast, en fait, qui était lié à Prenons un café quand même. Prenons un café, je l'ai créé, le blog fin 2017, début 2018, donc l'année plus ou moins de naissance de ma fille. Et entre-temps, en fait, Prenons un café, moi j'avais envie d'en faire quelque chose, d'en faire un espace de liberté, dans un espace où en fait les parents ne se sentiraient plus seuls. Et en fait, avant le podcast, j'avais imaginé un lieu physique. Donc on est... pré-Covid. C'est vrai. À l'époque, on pouvait penser physique. Pour remettre les choses dans le contexte, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était virtuel et tout ça, c'était pas la priorité. On pensait surtout lieu physique. Et j'ai l'impression de parler d'un temps d'il y a 20 ans. les très très vieux ici. C'est ça. Et donc, en fait, j'avais eu ce projet de créer Prenons un café dans la vraie vie. Donc, de créer un lieu family friendly, pensé pour les parents et adapté aux enfants pour qu'en fait, les parents puissent venir et profiter et être écoutés aussi et avoir un temps de qualité pendant que leurs enfants pouvaient aussi avoir une place. Parce que moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu choquée. Je me souviens d'une fois où on était avec mon mec et ma fille à Lille et on cherchait un endroit où se poser et en fait, on était avec la poussette et impossible de trouver un endroit. On a tourné 1 heure. C'était insupportable d'avoir un endroit où même avoir une chaise haute pour qu'elle puisse s'asseoir ou même juste un endroit pour la changer, tu vois. Et c'était hyper chaud. Donc c'était parti de là aussi. Je dis, c'est pas possible de faire aussi peu de place aux parents, en fait. C'est pas possible dans la société. Quand on regarde le pourcentage de parents dans la société, c'est quand même un énorme pourcentage. Et en fait, finalement, on n'est pas considéré. Donc j'ai eu cette idée de créer ce lieu qui aurait dû s'appeler le Banana Café, qui a existé virtuellement, qui m'a permis de rencontrer donc mon ancienne associée, mais toujours meilleure amie, Sylvana, qui elle fait des gâteaux, fait des pâtisseries, qui va ouvrir prochainement une briocherie d'ailleurs. Oh, c'est cool ça. Ouais. Pour un gourmand sucré. Ouais, non, c'est cool, c'est trop bien. Et en fait, on avait décidé de créer ça ensemble, donc on était fin 2018, et on a commencé à travailler sur ça, on a ouvert des réseaux sociaux, on a communiqué, on a fait une campagne Ulule qui a été un succès. On a récolté plus de 12 000 € sur une campagne Ulule pour un projet qui n'existait pas encore. Et entre-temps, elle est tombée enceinte, il y a eu le Covid. Et en fait, donc on s'était dit qu'après la grossesse, on prendrait le truc. Mais bon, il y a eu le Covid après entre-temps. Et le temps a passé. Et en fait, je me sentais plus alignée en fait, avec ce projet de lieu physique puisque entre-temps, Prenons un café est arrivé et a grandi aussi. Et mon amour pour le podcast est arrivé à ce moment-là en fait. Donc c'était sur un sujet d'abord, je suis arrivée sur le podcast via la parentalité et via mon expérience à moi et via cette envie de partager et de donner aux parents un média ou une place, en fait, une safe place un petit peu, où ils se sentiraient pas seuls et pas jugés. De ça, je suis arrivée sur le podcast et le podcast a changé ma vie. Énorme. Voilà. Ouais.
C'est top, parce que effectivement là où il y avait un objectif, comme tu le disais avec physique, le podcast arrive et puis le Covid aussi, et au fond tu l'offres virtuellement. C'est vrai que, et puis les gens peuvent l'écouter quand ils ont envie. Il n'y a pas la contrainte de dire tiens je dois aller à cet endroit-là, etc. Donc là le projet tel qu'il a existé, été pensé, est tombé à l'eau. On a décidé d'arrêter ça en mars 2021, donc il y a un an. Ouais. Ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an, c'est fou. Et en fait, ça a été une décision qui a été très difficile à prendre parce qu'en fait, on avait une grosse communauté derrière nous, en fait, des gens qui attendaient. Ouais. Et quand on en a commencé à en parler, en fait, il y avait tellement de monde enthousiaste et tellement... En fait, on sentait tellement le besoin, cette envie d'avoir un endroit, cette safe place où en fait, tout le monde pourrait être qui il voulait, que c'était dur, en fait, de dire, non, ça n'arrivera pas. Et puis nous, on avait tellement vécu pour ça aussi, pendant 2 ans, qu'il y a eu un deuil à faire. Donc on a fait ce deuil, on en a parlé sur les réseaux sociaux, on a fait un podcast. En fait, on avait fait un podcast sur F Collective, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat au féminin, où on avait raconté toutes les étapes de la création de cette entreprise-là. Et on a fait un dernier épisode en expliquant pourquoi on arrêtait, où on allait aller. Et en fait, quand on a décidé d'arrêter, parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, moi j'ai continué l'édition et la rédaction en freelance. Et en fait, quand on a arrêté, j'ai dû me poser la question aussi de ce que je voulais vraiment faire. Et de regarder en fait au quotidien quel était le truc qui me prenait le plus de temps. Mais pas qui me prenait le plus de temps, mais quel était le truc auquel je donnais plus de temps, où j'avais envie de donner plus de temps. C'était pas l'édition, c'était plus la rédaction, c'était plus tout ça, c'était le podcast en fait. Et à partir de là, je me suis dit ok, en fait je sais faire ça, j'ai appris à faire tout ça toute seule, mais je peux le faire pour d'autres et je peux aussi aider d'autres personnes à le faire. Et en fait c'est ça que je veux faire au quotidien. Je veux parler dans un micro tous les jours. J'ai trop l'image de la personne qui est toute seule, qui parle dans son micro, qui dit je suis contente. Mais d'ailleurs, je fais ça maintenant. Je parle que dans un micro. Je parle plus aux gens dans la vraie vie. je mets un casque à mon enfant et je lui parle dans un micro. C'est une bonne idée. Je vais essayer d'y penser. Il faudra du sans fil par contre, parce que sur le bazar. Mais donc pour en revenir dans ce que tu dis en disant je sais ce que j'ai envie de faire, il y a aussi donc une envie de ta part de transmettre ce savoir. C'est aussi le fait de dire j'apprends à des gens à créer un podcast, etc., comment se positionner. Il y a ça aussi où il y a je me consacre à 100% à Prenons un café. Y a pas... Alors, Prenons un café est une grosse partie de ça parce qu'en fait, c'est une machine aujourd'hui qui me permet de me rémunérer aussi, soyons transparents. C'est-à-dire que Prenons un café est monétisé depuis presque 2 ans maintenant. D'accord. Donc bravo. Merci. Et en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin. Je me suis dit, mince, en fait, si j'arrive à faire quelque chose de ça, alors, je vais t'expliquer les process. La première étape que ça a été, c'est je vais aller chercher des sponsors moi-même. Et en fait, via mon discours et via ce que je disais, je crois tellement en la force du podcast en fait, et en ce média qu'en fait, ça marchait. Ça a marché quasiment à chaque fois. Alors quand tu dis, je vais me permettre, parce que moi je suis au cœur du truc, mais je le fais pas de cette manière-là, parce qu'encore une fois, ça reste une activité annexe à mon activité professionnelle, mais je pense que des personnes peuvent être intéressées. Quand tu as été, parce que souvent on dit, on a du sponsoring en fonction du nombre d'écoutes. Est-ce que toi, tu y as été, avant même de lancer le podcast, tu as dit, est-ce que vous voulez être sponsor et tu n'avais pas de chiffre d'écoute, ou alors tu as attendu d'avoir des chiffres d'écoute et après tu as été... Quand j'ai lancé Prenons un café, c'était pas une notion qui était sur la table. Enfin, pour moi, c'était pas une option, je l'avais jamais envisagé. Et en fait, je suis hébergée par Acast. Bienvenue au club. Et Acast, en fait, m'a contacté quand ils sont arrivés en France il y a 2 ans. Parce qu'Acast, c'est un hébergeur suédois et qui s'est implanté sur le marché français il y a un peu plus de 2 ans. Et quand ils sont arrivés, ils cherchaient des podcasts parentalité. Et en fait, ils m'ont proposé de partir chez eux et en fait d'accéder à leur régie pub. Donc une régie pub, c'est quoi ? C'est un espace où en fait ils gèrent les annonceurs et les annonceurs leur disent je voudrais communiquer sur tel sujet, et eux ils ont une bibliothèque de podcasts et ils proposent en fonction des écoutes et tout ça, en gros du gros. Non, c'est bien. Voilà. C'est clair. Et en fait, ils m'ont proposé et je dis oui, pourquoi pas. Mais moi, j'avais aucune idée à ce moment-là. Moi, tout ce qui était business et commercial, c'était pas ma tasse de thé. Moi, je suis quelqu'un à la base de créatif, de très artistique, et c'était pas mon délire. Et puis il y avait le projet en parallèle. Et pour redonner, Et je me suis dit pourquoi pas. Allons-y, mettons des publicités, pourquoi pas, sur le podcast. Mais j'avais une règle stricte, c'était que, et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est que je filtre tout. Je mets pas n'importe quoi sur le podcast parce que je veux que ça ait un intérêt pour ma cible et que ce soit en accord avec mes valeurs, qui sont plutôt engagées et plutôt fortes. Et je voulais pas renier ça. Alors aujourd'hui, je travaille un peu mon rapport à l'argent et je me rends compte de plein de... Est-ce que tu le fais exprès de toujours ramener des trucs à mon frère ou pas ?
parce que je rappelle que voilà, je vais lui faire de la pub, c'est normal, parce que celui-là vraiment, alors je dis Histoire pas que d'argent, mais Histoire d'argent, franchement c'est couillu d'avoir lancé ce truc-là, et je trouve que, je vais pas utiliser de gros mots, mais c'est vraiment un truc sur lequel on a une grosse partie des Français a un souci avec ça, et d'avoir lancé ce podcast, c'est une vraie super bonne idée, donc voilà, je te conseille. Mais c'est pas un hasard, je le connais bien, je le connais bien, c'était une plaisanterie. Et je suis invitée sur Histoire d'argent prochainement, enfin j'ai enregistré avec Mon Dieu, ton frère. On fait du teasing. Cette semaine, je sais pas quand il sortira, je pense que c'est pas dans l'immédiat, mais en tout cas, oui, on a fait un épisode ensemble pour parler de ça, parce que, et avant qu'il lance d'ailleurs, c'est arrivé plus ou moins en même temps, mais avant ce podcast-là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème avec mon rapport à l'argent, et qu'en fait, opposer à ce point créativité et argent, c'était pas forcément une idée, parce que en fait, on a besoin d'argent pour développer des choses. Là, on est en train de se parler, enfin, le matériel qu'on a entre les mains, ça coûte de l'argent, déjà rien que ça. C'est clair. Et voilà, donc j'ai cheminé sur tout ça, et puis j'ai commencé à faire mes premiers sponsoring comme ça, où en fait, c'est Acast qui me trouvait mes sponsors, et c'est encore Acast qui me trouve beaucoup de sponsors aujourd'hui. Et voilà, et j'ai découvert cet univers-là via ce biais. En fait, via Acast, j'avais des sponsors de temps en temps, et moi je me suis dit, tiens, je peux aller aussi en chercher moi-même pour en avoir plus régulièrement. Et voilà comment j'ai commencé à chercher mes propres sponsors moi-même, en fait. Est-ce que tu penses, et c'est vraiment une question hyper ouverte parce que je maîtrise pas du tout, j'ai pas encore pris assez le temps de faire ça. Est-ce que tu penses que c'est la mise en lumière d'Acast qui t'a aidé à vraiment propulser le podcast en termes d'écoute, ou est-ce que toi tu as fait en sorte de le propulser avec les réseaux sociaux et autres, et c'est ce qui a fait qu'Acast est venu te chercher? Dans quel sens tu penses que... Quand ils sont venus me chercher, j'avais pas un niveau d'écoute très très élevé encore, hein. Je saurais plus te dire à combien j'étais. Ah si, je pourrais te dire, parce que j'ai à peu près les audiences en tête, je devais être à peut-être 5-7 000 écoutes par mois, ce qui en soi n'est pas élevé pour la monétisation d'ailleurs. Donc quand tu dis 5-7 000, t'avais un épisode par semaine? Non, j'en avais un tous les 15 jours. Ah ouais, donc t'es 2500, 2500 à 3500 écoutes par épisode, ce qui est... Attends, je réfléchis, mais il me semble que c'était ça, hein. Ouais, 5-7 000 écoutes par mois. En fait, je me rendais pas compte. Mal, mais pas assez pour monétiser. Voilà, c'est ça. C'est pour moi, je vais dire extraordinaire. Voilà. Mais pour être monétisé, effectivement, assez, il faut plus. En fait, eux, ils disent 40 000 écoutes par mois minimum. Sauf que moi, c'est un chiffre que je n'atteins pas, même moi encore, aujourd'hui. Et pourtant... je suis monétisée par eux, par moi-même. Donc en fait, moi, je reviens beaucoup sur ce chiffre parce que je pense pas que ce soit nécessaire d'en arriver là et d'avoir un nombre d'écoutes conséquent pour monétiser, parce que selon la cible et selon ce qu'on fait, la niche qu'on choisit, en fait, il y aura toujours des annonceurs qui seront intéressés. C'est clair. Les 40 000, je pense que c'est intéressant pour les gros annonceurs, les grosses boîtes qui ont beaucoup de budget, qui font ça tout le temps. Mais par contre, il ne faut pas oublier, et c'est ce que je suis en train de travailler moi aussi, c'est qu'il y a des boîtes qui sont plus petites, qu'il y a des marques qui sont plus petites, qui ont aussi besoin de visibilité et qui auront le budget nécessaire pour ces petits podcasteurs, en fait. Ouais. Plus petits podcasteurs. Effectivement, j'ai écouté un podcast il y a quelques temps où il parlait de marketing, puisqu'a priori, l'autre truc dont il faut parler, mais qui parlait du nombre d'écoutes qu'il avait pour un épisode. Bon, voilà, il y a des sujets, a priori, qui font que c'était pas la qualité de son podcast. Il venait de le lancer, il avait parlé de 2 sujets, boum, il avait... voilà, bon, après, il avait bien fait son travail sur les réseaux sociaux. Après, il y a une question de notoriété aussi, hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a une notoriété et qui est très, très suivi, quand il va lancer son podcast, forcément, il va être très, très écouté au début. Oui. Mais la communauté, moi je travaille beaucoup sur ça aussi, et c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Moi, comment je construis ma communauté ? Alors, j'ai commencé, moi quand j'ai lancé Prenons un café, j'avais 300 abonnés sur mon Instagram, et c'était les copains les mêmes que Facebook. Enfin... Okay. Voilà. Aujourd'hui, il y a 7100 abonnés à peu près sur Prenons un café. Pourquoi ça ne grandit pas plus ? Je le sais, parce qu'en fait, je me montre pas personnellement beaucoup, je le fais, mais j'ai fait aussi ce choix de ne pas exposer ma famille, et je sais que ça a un lien. Surtout quand on parle de parentalité, je sais que c'est lié, mais c'est mon choix. Et ça ne me pose pas de problème sur ça. Non, ce qui a permis à Prenons un café de grandir, ça a été honnêtement les rencontres que j'ai fait via ce podcast. Ça a été les invités que j'ai reçus, pas forcément par leur nombre, leur communauté à eux, mais par la pertinence de ce qu'ils avaient à dire et par leur engagement autour de Prenons un café et autour de la conversation qu'on avait eue. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a permis de le faire grandir. Et surtout, quand je l'ai commencé, moi, je faisais que des interviews comme là, en physique.
Et c'est aujourd'hui ce que je refais, mais il y a eu le Covid, donc ça a changé un petit moment. Mais en fait, les rencontres que j'ai faites via Prenons un café ont changé ma vie, en fait. Ont changé ma vie, ont permis à Prenons un café de devenir ce qu'il est aujourd'hui et de devenir ce que je suis aujourd'hui dans ma sphère professionnelle et aussi personnelle. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont mis le pied à l'étrier sur le podcast, qui m'ont aussi permis d'apprendre plein de choses, soit en parentalité, soit en d'autres sujets. Si tu veux leur faire un petit clin d'œil, n'hésite pas, parce que je sais qu'il y en a qui se disent tiens, dans le podcast c'est cool, je peux faire des petits clins d'œil. Si tu as envie de faire je leur en fais régulièrement et ouais. elles le savent. Enfin, c'est beaucoup de filles. Enfin, moi j'ai rencontré une très 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 bonne amie, si ce n'est la meilleure, via mon podcast. Qui s'appelle Louise. Ça a été des opportunités personnelles, mais aussi professionnelles, puisqu'on a travaillé aussi ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'assez fou. Je pense aussi à Cédric du podcast Papatriarcat, qui a été une rencontre assez dingue pour moi, tant dans la personne humaine qu'il est, dans notre relation humaine, que dans notre relation professionnelle aussi, encore une fois, dans le milieu du podcast. Vraiment, c'est des personnes... ça a été des étapes à chaque fois, des rencontres qui m'ont permis de grandir, en fait, qui ont été des étapes pour moi dans mon cheminement avec ce podcast-là. Donc en fait, moi je pense que vraiment, et ça va être peut-être, tu pourras mettre une citation d'Astérix Mission Club si tu veux, mais moi, ce qui a été important et ce qui a permis à se faire grandir pendant un café, pour moi, c'est les rencontres. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant en fait, via la formation aussi, de leur montrer pourquoi le podcast est important aujourd'hui, pas seulement dans la notoriété, pas seulement dans le fait d'avoir un média, mais dans ce que ça peut apporter pour un business et pour la personne en personnel. Voilà. Et est-ce que tu penses que, au-delà de ces rencontres, ton parcours, le fait d'avoir travaillé dans le monde de l'édition et d'avoir été éditrice, etc., avoir cette vision-là, elle t'a aidé, ou tu penses que c'est bien sûr complémentaire, mais quelqu'un qui n'a pas ce parcours-là peut se lancer aussi moi je pense qu'il n'y a pas besoin de ça pour se lancer. En revanche, moi ça m'a aidé à penser cible et à penser à qui je m'adressais. Parce qu'en fait, quand on fait des livres, on ne pense pas à ce qu'on aime nous, mais à ce que la cible veut entendre. Alors bien sûr, quand je faisais des livres pour enfants, j'avais déjà été en contact avec des enfants et je connaissais un petit peu la psychologie de l'enfant et ça m'a aidé à le faire. Pour la parentalité, je suis mère et je sais ce que c'est qu'un postpartum, je sais ce que c'est qu'une grossesse, je sais ce que c'est... Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une grossesse difficile, par exemple. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Il n'empêche que j'ai expérimenté des choses qui me donnent une sensibilité aussi. Et échanger aussi avec la communauté sur Instagram, ça me permet aussi de me rendre compte de leur attente, en fait, et de leur donner quelque chose qui leur fait envie. Alors, je choisis souvent des sujets qui aussi m'intéressent moi en tant que personne, mais il faut pas que ça n'intéresse pas que moi. Il y a ça aussi, le truc, c'est que parfois, il faut aussi accepter de peut-être interviewer ou parler à des gens qui sont pas forcément alignés à nos propres valeurs, mais pour comprendre en fait le pourquoi, pour aller voir ce qui se passe en fait ailleurs. Et ça permet de vachement prendre de recul sur nos situations aussi à nous en fait. Et voilà, ça c'est des choses que j'ai apprises, mais que j'avais déjà aussi via mon ancien métier. Ça a été quoi la prise de conscience la plus importante pour toi en ayant fait ces podcasts? Est-ce qu'il y a eu, alors je vais pas te demander un épisode qui t'a touché particulièrement, c'est comme demander à un chanteur c'est quoi ta chanson préférée? On a des fois des réponses ou pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses, toi en tant que mère, et tu t'es dit je suis en train de faire un podcast, je suis en train d'enregistrer et en même temps j'apprends des choses ou autre. Voilà, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience grâce à cette aventure de podcasteuse? Alors, il y a des podcasts, des épisodes qui marquent forcément plus que d'autres et qui ont aussi marqué un tournant pour moi, mais pour Prenons un café. Le premier podcast que j'ai enregistré a été important pour moi parce qu'en fait, il m'a permis de me rendre compte que je pouvais contacter une personne que je ne connaissais pas et qu'en fait, j'avais une légitimité dans le sens où en fait, elle m'a dit oui tout de suite. Pauline, si tu m'écoutes, aujourd'hui, Pauline est devenue une de très très grandes amies aussi et on se connaissait pas et on s'est rencontrés grâce à Prenons un café. Pauline qui a le compte Break-Your-Day sur Instagram si ça vous intéresse. Et en fait, j'étais hyper angoissée de me dire, je vais lui envoyer un message, j'ai rien en fait. Pour l'instant, je vais lui dire, je veux faire un podcast, tu seras mon premier épisode. Et de me dire qu'en fait, même si on est débutant, en fait, les gens peuvent nous dire oui. Mm-hmm. Et qu'à partir du moment où on a un projet qui est aligné et qu'on y croit et qu'on sait ce qu'on veut faire, en fait, c'est ça qui compte. C'est pas forcément l'expérience et on apprend sur le tas. Quand j'écoute mes premiers épisodes, mais j'ai mal aux oreilles.
Je comprends. J'ai fait l'erreur d'enregistrer ça dans un resto. Alors c'était genre j'avais choisi le matin, je me suis dit il y aura pas trop de monde, mais en fait le matin ils sont en train de préparer et ils faisaient de la soupe et tout, donc c'était l'enfer auditivement. Enfin c'est les 2 premiers j'ai fait ça et ne faites pas ça. Vraiment Premier pas. conseil. Ne faites pas ça. Mais du coup j'ai appris en fait sur le tas. Après l'épisode après celui-là, moi je suis quelqu'un de très chronologique, hein, donc j'ai toute la chronologie dans ma tête. Ça a été l'épisode 7 avec Louise, dont je parlais précédemment, parce qu'en fait on a parlé de dépression postpartum. Et ça a été une claque pour moi, mais aussi pour plein de gens. Parce qu'en fait, à l'époque, on était en 2018, on parlait pas encore trop, ça c'était nouveau, hein. On parlait... Non, pas 2018, pardon, 2019. Ça commençait en fait à être des sujets qu'on évoquait, mais on n'était pas encore au niveau de démocratisation d'aujourd'hui. Et en fait, de l'entendre parler de son parcours de dépression postpartum, moi, ça m'a touchée personnellement. De manière générale, les problèmes de santé mentale me touchent beaucoup. Mais donc ça m'a touchée personnellement, mais c'est surtout la réaction derrière que j'ai eue. J'ai reçu des dizaines, mais presque des centaines de messages. Et prenons un café, c'était l'épisode 7, donc c'était le début. On n'en était pas à ce qu'on en est aujourd'hui, c'était pas structuré comme ça l'est. Enfin, c'était tout nouveau, ça venait d'arriver dans ma vie et donc je tâtonnais. Et en fait, cet épisode a été un vrai tournant en fait, de me rendre compte de l'utilité de ce que je faisais. Parce qu'en fait, j'ai reçu des messages de nanas qui me disaient « Waouh, je vais pas bien ». Et en fait, je viens de comprendre pourquoi. Et presque, et ça je l'ai reçu aussi, tu m'as sauvé la vie. Alors, pas moi en soi, c'est ces personnes-là qui ont eu le déclic et qui sont allées prendre en main, qui sont allées se soigner. Donc c'est elles les héroïnes et ce sont elles qui ont sauvé leur vie. Mais me dire purée, avec ce que j'ai fait, j'ai pu amener cette réflexion-là à cette personne qui a pu se soigner derrière. Et je me suis rendu compte de la force de ce que j'étais en train de faire. Ça fait peur. Parce qu'en fait, il y a ce côté positif de plein de gens qui se remettent en question, mais il y a un côté où en fait à un moment je me suis dit la pression, j'ai pas le droit à l'erreur. La responsabilité que tu prends sur tes épaules. Alors aujourd'hui j'ai plus du tout ce même discours, mais en tout cas c'est vrai que ça a été ça pendant un moment de me dire waouh quoi, qu'est-ce que je fais c'est pas ça a été fou cette prise de conscience là, et c'est l'épisode 7 qui m'a permis d'avoir cette conscience. Et est-ce que cette responsabilité elle est liée aussi au fait que effectivement tu parles de sujets vachement importants sur lesquels on n'est pas des experts quand on prend un micro avec un podcast, on est là pour interviewer les gens et tu te retrouves avec des sujets, j'allais dire presque médicaux ou scientifiques. Et est-ce que c'est lié à ça, cette responsabilité ? Alors je fais toujours attention de ne pas donner de conseils médicaux parce que c'est pas mon job, parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça et je redirige toujours d'ailleurs quand on me demande, même en privé, de qu'est-ce que je fais, en fait consulte un professionnel de santé, que ce soit en santé mentale ou en santé physique. Mais donc j'ai pas cette place-là. La responsabilité, elle était de dire en fait j'ai eu un moment où je me dis il faut pas que j'invite la mauvaise personne, d'avoir une information qui serait pas bonne en fait et qui serait peut-être presque dangereuse et toxique pour les personnes qui pourraient l'écouter. Et pendant un moment ça m'a fait très très peur. Et comment justement même si c'est peut-être un de tes secrets, comment on fait pour être sûr de pas inviter une personne comme tu dis toxique, parce que ça arrive et des fois on s'en rend même pas compte. En fait on n'est jamais sûr. Après moi je fais confiance à mon instinct. Je contacte rarement une personne sans avoir analysé en long en large en travers ce qu'elle faisait, parce que parfois je découvre des gens, je me dis ah c'est génial, on pourrait parler de ça, mais en fait je la contacte pas tout de suite. Je regarde d'abord et je m'assure que ça m'est déjà arrivé de pas être satisfaite d'une interview parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais voilà, maintenant je fais attention à ça. Et voilà, sinon après de manière générale, même s'il y a certains sujets sur lesquels je suis pas d'accord parfois avec mes invités, parce que on a tous nos convictions et voilà, et c'est comme ça. Je pense pas avoir fait cet impair-là de donner des informations qui n'étaient pas dangereuses, qui étaient dangereuses. Peut-être des informations incorrectes, oui, mais pas au point de risquer la vie ou la santé de quelqu'un en tout cas. Alors peut-être une question qui sera dans la tête des auditeurs ou des auditrices. Est-ce que ça t'est arrivé de faire une interview et de pas la diffuser parce que tu t'es retrouvé peut-être tu t'es rendu compte à l'issue du montage ou autre que ça allait pas, que la personne était peut-être toxique ou donnait des mauvais messages? Est-ce que ça t'est arrivé? Non. Ça m'est pas arrivé d'avoir des mauvais messages ou de pas diffuser. En revanche, ça m'est arrivé de sortir un épisode, cette semaine en plus, avec lequel, je suis pas en accord à 100% sur tout ce qui a été dit dans l'épisode, mais par contre, je le dis. Je cautionne pas forcément. Parce qu'en fait, dans cette histoire, le parcours est hyper passionnant et la personne est extraordinaire. Il y a juste des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et en fait, je le dis quand je suis pas d'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont bonnes à entendre et presque toutes en fait finalement, mais que c'est pas parce que je suis pas d'accord moi que je dois censurer la personne en fait.
Et il y a ce côté-là, en fait, aussi de me dire, c'est pas parce que moi, je me reconnais pas en elle qu'en fait, il n'y a pas une personne qui va se reconnaître en elle. C'est ça aussi. Et quand tu dis « je suis pas d'accord » et je le dis, tu le dis en post-production, tu le dis en en intro, live, en je intro. le dis en intro, D'accord. je le dis sur les réseaux sociaux quand on me pose la question, parce qu'il y a ça aussi, de sortir un épisode de podcast, c'est bien, mais il y a toute la communication qu'il y a derrière. Et moi, j'ai beaucoup d'échanges avec les personnes qui écoutent Prenons un café. Et parfois, elles me posent juste frontalement la question de me dire vas-y, dis-nous pourquoi t'es pas d'accord. Et il faut que je le dise. Bah oui. C'est mon devoir. Bon, là, je l'ai pas fait parce que j'ai été malade cette semaine, mais je vais le faire. Voilà, quoi. Ok. D'accord. Et est-ce que tu imagines un format si justement tu es amené à de plus en plus peut-être donner la parole sur des sujets où tu n'es pas à 100% en accord parce que effectivement après il y a une ressource qui n'est pas illimitée. Est-ce que tu imagines après faire des droits de réponse ou des monologues entre guillemets dans lesquels tu expliques après derrière ou juste tu restes sur l'idée c'est des échanges sur les réseaux sociaux ou... Ouais, non, moi je suis pas... Prenons un café, c'est avant tout de la conversation. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait. Je veux pas... j'ai pas envie de... Alors, propagande est un peu fort comme mot, mais de dire je pense comme ça et d'expliquer mon point de vue, parce qu'en fait, Prenons un café, c'est pas mon histoire. Si on écoute tous les podcasts de Prenons un café, tous les épisodes, bien sûr que ça me ressemble beaucoup. Bien sûr qu'on retrouve beaucoup de moi dans les sujets que je choisis, parce que je suis comme ça et parce qu'en fait, c'est quand même pas du journalisme non plus, tu vois. Il n'y a pas de neutralité. Moi, je suis pas neutre dans Prenons un café, pas du tout, et je l'assume complètement. Donc, ça ressemble un petit peu à ma vie, mais c'est pas ma vie non plus. Et j'ai pas envie que ça le devienne. C'est justement donner la parole aux autres pour qu'ils racontent leurs histoires, pour qu'à un moment, quelqu'un puisse dire « Ok, ça va m'aider. Ça, je me reconnais dans ça. » Finalement, on s'en fiche un petit peu de ce que je pense presque. Oui, tu peux, et après même tu peux l'argumenter comme tu disais sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu peux le faire en off, tu peux le faire en message privé. C'est quoi l'avenir de Prenons un café ? Alors, ce que tu peux révéler, bien sûr, parce que des fois, il y a des trucs qu'on est en train de travailler, on ne veut pas tout dire, mais est-ce que justement, tu as envie de créer un petit frère ou une petite sœur ? Est-ce que, je parle du podcast, je ne veux pas savoir sur la vie privée, mais ou est-ce que c'est focus sur ce podcast-là et je continue à développer ? Et est-ce qu'il y a des nouveautés que tu veux partager ? Enfin, voilà. Mais là, sur cette saison, il y a des nouveautés dans le sens où en fait, il y a des paroles de pro maintenant, parce que je pense que c'est ce qui me manquait. Sur Prenons un café, dans le sens où c'est des témoignages de personnes... du civil, on va dire. Et parfois, j'ai trouvé qu'il manquait de précision de professionnels, notamment de santé ou professionnels légaux. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait des épisodes avec des avocats, avec des médecins, sages-femmes et psychologues pour appuyer certains sujets qui étaient évoqués dans les témoignages. Donc ça, c'est une partie. L'avenir de Prenons un café, ça va être un peu moins de parentalité. Parce qu'en fait, mine de rien, même si c'est pas ma vie, il me ressemble un petit peu. Et en fait, Prenons un café, les histoires parce qu'on parle beaucoup de ça, finalement, de petite enfance et de postpartum et compagnie, en fait, c'est plus ma vie. C'est plus ce que je suis, c'est plus ce que je vis. Donc en fait, j'ai aussi envie de... On parlera toujours de parentalité dans Prenons un café parce que une fois qu'on devient parent, c'est pour la vie et que peu importe les étapes que ça... Enfin, il y aura d'autres étapes et il y a d'autres façons d'en parler. Mais j'ai envie de l'ouvrir et en fait, plus faire de Prenons un café un podcast qui parle de parentalité, mais qui parle d'humanité. Donc, aborder des sujets qui sont importants pour l'humain, toujours ça, mais qui touchent pas forcément à la parentalité. Donc, ça peut pouvoir être des sujets plus portés sur le sentiment, sur l'amour, sur la relation à l'autre dans le couple, pourquoi pas. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. De relations peut-être au travail aussi, qui peut être intéressante. Enfin, il y a plein d'axes comme ça. Et c'est comme ça que j'envisage Prenons un café pour la suite, en tout cas pour une prochaine saison. Voilà, là pour l'instant on finit comme ça a commencé cette année-là et après on verra, mais ouais, je pense que ça va plutôt évoluer dans ce sens-là. Ok. Est-ce qu'il y a des engagements particuliers que tu aurais ? Parce que dans Allez Vas-y, on essaye de mettre en avant le bénévolat, donc et je le partage en toute honnêteté, c'est pas toujours évident parce que des fois on a des demandes d'associations et on sait pas trop si c'est une association vivante, si si la cause, je fais toujours attention, donc c'est pour ça que j'ai pas eu énormément d'associations pour le moment, mais il y a toujours des engagements un petit peu divers et variés. Est-ce que toi il y a des causes associatives qui te tiennent à cœur, du bénévolat que tu peux faire éventuellement, comme c'est un podcast qui est un peu mettre en lumière les gens qui agissent, qui passent à l'action, est-ce que... Eh bien non. J'ai pas d'engagement associatif dans une association en particulier, même s'il y en a qui me touchent plus que d'autres. Vas-y, balance. Je t'avoue qu'en habitant dans la région, et je crois savoir que tu as déjà reçu cette association, il y a l'association Wonder Augustine qui
l'histoire d'Augustine m'a beaucoup touchée au moment où ça a été très médiatisé parce que moi aussi j'étais une maman et qu'en fait j'ai beaucoup transposé et c'est vrai que c'est peut-être l'association que j'ai en tête qui va plus me parler, mais je la soutiens pas dans le sens où je suis pas bénévole, je suis pas impliquée dans cette association-là. En revanche, son message et son discours me touchent beaucoup. Voilà. C'était aussi le but, mettre en lumière. Donc, alors Wonder Augustine, effectivement, c'est l'épisode 2. Forcément, c'était plus facile pour moi, entre guillemets, puisque Sophie, qui est une des cofondatrices, était une petite cousine de ma femme. Enfin bref, les liens de famille, bref. Mais toujours est-il qu'effectivement, comme toi, même si mes enfants étaient un tout petit peu plus grands quand c'est arrivé, on est forcément impacté, on est forcément ému, surtout qu'on suit un parcours de vie qui était dur à passer. Donc, merci pour ce clin d'œil. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un point sur lequel tu te dis, mince, j'aurais peut-être dû en parler, on n'en a pas parlé, on n'a pas été aiguillé là-dessus. Je sais pas, mais en même temps, on pourrait parler des heures encore, hein. Il y a tellement de choses, voilà. Mais non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, un projet qu'on fait pour une raison nous amène ailleurs, en fait. Et moi, j'ai fait Prenons un café parce que j'avais envie de parler de parentalité. Aujourd'hui, je fais du podcast pour plein de raisons, en fait. Et j'ai envie de montrer justement que c'est un format qui peut amener tellement, mais dans le côté humain, dans le côté business aussi, parce que ça, c'est pas à négliger quand même. Il y a une grosse force du podcast dans le business et pas simplement dans la publicité. Il y a vraiment quelque chose à pas négliger. Et moi, j'ai envie, avec le Studio Caféine, donc le Studio Caféine, c'est le studio que j'ai créé, qui découle de Prenons un café. Dans le nom, vous allez comprendre un petit peu l'idée. Mais, Caféine, et en fait, avec le Studio Caféine, moi, j'ai envie de créer du contenu, parce que ça, des podcasts, je vais en faire d'autres. J'en ai d'autres en préparation. Mais aussi faire de la formation autour du média podcast, que ce soit dans la création, dans le développement ou dans la monétisation de projets. Parce que je reste convaincue que, et finalement, c'est un peu le fil conducteur, que quand on aime quelque chose, en fait, on peut aussi gagner de l'argent avec et vivre de ça. Qu'on n'est pas obligé de choisir un métier parce qu'il faut faire un métier. Et alors peut-être, et c'est une vraie question, hein, peut-être que je suis trop privilégiée et que je suis, peut-être pas trop, mais que je suis assez privilégiée pour avoir l'opportunité de penser comme ça. C'est possible. Il n'empêche qu'il y a aussi un moment où je me suis donné l'opportunité de penser comme ça. Et je pense que c'est à la portée de beaucoup plus de monde que ce qu'on l'imagine en fait. Et que ça passe pas... Je dis pas qu'on doit faire du podcast pour s'épanouir, mais en fait le podcast peut être un médiateur, un média qui va nous permettre d'aller là où on veut aller. Et voilà, moi j'ai envie vraiment de transmettre ce truc-là de... en fait, si on a envie de le faire... En vrai, ça coûte pas si cher que ça de le faire. Ça demande du temps, ça par contre, oui, beaucoup de temps. Mais comme toutes les passions, en fait. Et qu'en fait, une passion quelconque peut amener à quelque chose d'autre si on donne assez d'énergie, de temps et si on s'investit vraiment dans ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre, moi. Et je te rejoins, et je vais même te rejoindre sur ce que tu disais sur les rencontres. J'en suis à 24 épisodes diffusés, et puis quelques-uns déjà prêts d'avance. Mais dans la plupart des cas, c'est des super belles rencontres. Il y a des fois, effectivement, la rencontre, elle ne s'est pas faite dans le sens où il n'y avait pas d'émotion, et ça se ressent peut-être d'ailleurs dans le podcast, mais en tout cas, moi, je le sais. Je ne suis pas là pour dire, alors tel numéro, non, il n'y a pas de... mais moi aussi, voilà, ça m'est arrivé de faire des épisodes où, en fait, on a fait l'épisode et puis on ne s'est plus jamais recontacté après, et puis en fait, on ne fait plus part... Et ça a été... 1 heure dans ma vie. Ouais. Et puis je trouve même que dans le podcast, on sent qu'il n'y a pas la rencontre. Il y a des fois. Mais c'est même pas juste que dans le podcast, c'est tout autour, dans la communication. Enfin, moi, je sais que je communique pas de la même façon quand il n'y a pas de rencontre que quand... Enfin, c'est pas... Oui. En fait, j'y donne moins d'intérêt, mais pas parce que la personne, et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'en fait, c'est la vraie vie. On s'entend pas avec tout le monde, on n'a pas le même feeling avec tout le monde, et c'est juste ça. Par contre, il y a des épisodes et des rencontres qui m'ont touchée, qui restent là, en fait, pour la vie. Et ça, c'est voilà. Par contre, ceux-là, je peux te les citer. Ouais. Vraiment. Si tu veux les citer. Non, mais je peux te les citer dans le sens où, voilà. Genre, alors c'est l'épisode. Non, mais si, je pense notamment à Louise, c'est vrai. Il y a eu Sylvana, on se connaissait avant le podcast. Il y a eu Charlotte l'année dernière qui a perdu son mari d'un cancer. Et cet épisode-là m'a chamboulée. Et cette rencontre-là m'a chamboulée. Elle habite à Strasbourg, j'y suis allée en fait. Et dès le message, en fait, ça m'a chamboulée. Elle m'a envoyé un message sur Instagram en me racontant vite fait son histoire. Je l'ai appelée tout de suite. Et en fait, au téléphone, je me suis dit, en fait, je veux faire cet épisode, mais en fait, je veux être avec toi pour le faire. Je veux pas le faire à distance, ça n'a pas de sens. Je veux être avec toi. Et j'y suis allée. Et cette rencontre a été folle, elle m'a bouleversée. Et puis, probablement parce que je transpose
C'est sûr, c'est évident. Mais il n'empêche que cette personne est extraordinaire et que moi, Charlotte, elle a... Alors, je ne sais pas si elle le sait, peut-être qu'elle n'entendra même pas ce message, mais elle a changé ma vie. Elle a changé une vision de ma vie. Et pour ça, je pourrais la remercier 1000 fois, en fait. Eh ben, on va faire en sorte qu'elle écoute ce message. Voilà. Mais voilà, il y a des personnes comme ça qui marquent plus que d'autres, dans tous les cas. Je suis d'accord avec toi, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour avoir fait des épisodes à distance et des épisodes en présentiel, je dirais même que, alors il y en a certains, je me dis heureusement que je les ai pas fait à distance parce que j'ai adoré ce moment, mais il y en a aussi à distance où j'ai senti qu'il y avait, enfin voilà, il y a le truc, il y a l'envie, donc quelque part c'est vrai que c'est vraiment la rencontre, c'est même, enfin. Mais c'est plus dur à distance. Je suis d'accord. Tu vois, je parlais tout à l'heure de Cédric de Papatriarcat, nous on a toujours travaillé à distance parce qu'il est à Bordeaux, et en fait la rencontre s'est faite à distance, c'est-à-dire qu'on a parlé pendant 4 heures, pas pendant l'épisode. Hors épisode. Et en fait, mais parce que le feeling a été là tout de suite malgré la distance. Il n'empêche que ça reste quand même très difficile avec la distance parce que quand tu as un rendez-vous pour un épisode à distance, tu allumes ton ordinateur, tu vois la personne, après tu fermes ton ordinateur et tu reviens à ta vie. Alors que dans la vraie vie, déjà, il y a la prise de rendez-vous, il y a le déplacement. Que ce soit eux qui viennent à moi ou moi qui viens à eux, il y a le déplacement. Donc, il y a déjà un geste plus fort. Je suis d'accord. Il y a l'amplitude horaire est aussi plus grande, du coup, liée à ce déplacement. Il y a le small talk. Ce qu'on se dit avant, ce qu'on se dit après, ce que ça peut déboucher, un café, un déjeuner, peu importe, en fait. Parfois, ça finit comme ça. Et ça crée une expérience qu'on n'oublie pas, en fait. Qu'on oublie beaucoup moins que le distance où tu fermes ton ordinateur, tu regardes ta to-do list et tu passes à la tâche suivante. Et j'ai pas envie d'être une tâche dans un agenda et j'ai pas envie que mes invités soient une tâche dans mon agenda. Donc c'est pour ça que je préfère le distanciel, quitte à prendre le train, quitte à partir le présentiel, pardon, quitte à me déplacer. Voilà, c'est ça. On est vendredi. Quitte à me déplacer, maintenant c'est plus un truc qui me fait peur. Et puis le fait de monétiser me permet ça aussi. Aussi, ouais, clairement. Parce que c'est pas juste et encore quand bien même ça serait mon problème de gagner de l'argent pour moi et me faire plaisir à moi, c'est quand même quelque chose de très louable aussi. Mais la première intention de la monétisation a été ça, de pouvoir investir dans du matériel pour faire quelque chose de plus qualitatif et aussi de pouvoir me déplacer vers les gens et faire des épisodes qualitatifs non seulement en son, mais en rencontre et dans le contenu en fait. Là-dessus, je te rejoins à 200%. La qualité de son quand on est en présentiel par rapport à Zoom ou autre, enfin peu importe le support, elle sera jamais du même niveau. Non, jamais. Eh ben écoute, Élise, vraiment. Merci. Merci pour ta confiance, d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Tu es cerné par la famille Florent. Voilà, tu n'as pas écoute, faisons ça. Voilà, tu n'as pas eu le choix. D'un côté, un podcast, tout ça, machin. Ils sont un peu partout, ceux-là. Mais en tout cas, vraiment, merci. Ça a été une très belle rencontre. On vient d'en parler, mais c'est le cas. Et puis, peut-être à bientôt. Mais peut-être à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Élise. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.